Dans les épisodes précédents, nous avons parlé des outils de base présents pour travailler et de quelques choix possibles de distribution sous Linux. Mais qu'en est-il de la sécurité? Ici, on va parler de sécurité par rapport aux menaces extérieures au système. On entend par là les virus, vers, chevaux de Troie, etc. Les menaces provenant de l'intérieur du système sont des problèmes de stabilité, donc des plantages, redémarrage intempestif, perte ou corruption des données dues à des bugs. Pour éviter ce genre de menaces, il faut s'assurer de souvent mettre le système à jour et de choisir une distribution reconnue pour sa stabilité. Je vous renvoie ici à l'épisode 2. Vous avez peut-être déjà entendu dire que Linux était bien plus sûr que Windows ou Mac OS X, qu'il n'existe pas de virus pour Linux, ou bien même que Linux est invulnérable. Bien que Linux soit nettement plus sûr que ses concurrents, il faut avoir en tête qu'il est également vulnérable à certaines attaques, et que la première ligne de protection contre les virus est l'utilisateur lui-même, qui doit adopter un comportement responsable. Assumons toutefois qu'un virus entre dans le système malgré tout. Que se passe-t-il? Il y a de fortes chances que le virus que vous venez d'attraper soit programmé pour Windows, et est donc totalement inoffensif sous Linux. En effet, Windows représente l'écrasante majorité des PC, ce qui en fait la cible principale pour les hackers qui écrivent des virus. Linux étant fondamentalement différent de Windows, les virus Windows ne peuvent pas s'y exécuter. Le nombre de virus codés pour attaquer spécifiquement un système Linux est donc très faible et les virus multiplateformes sont très rares. Cependant, que se passerait-il si un virus programmé pour Linux parvenait à pénétrer votre système? Dans la majorité des cas, les dégâts seraient très limités. Déjà, un virus ou n'importe quel programme téléchargé depuis un navigateur web ou mail ne peut pas s'exécuter lui-même. Il lui faut le rendre exécutable, manuellement. On en revient donc au problème de comportement responsable. Le problème pourrait en revanche venir des dépôts. Les dépôts sont des serveurs sur lesquels les programmes que vous installez se trouvent. Les dépôts officiels sont sûrs, mais si vous venez à installer un programme depuis une autre source, vous vous exposez au danger. Pour installer un programme depuis un autre dépôt, il faut, là aussi, faire une opération manuelle. N'ajoutez donc que des dépôts de confiance. Si un virus parvenait à s'exécuter, que se passerait-il alors? C'est ici qu'une différence majeure se fait avec Windows. Windows donne l'utilisateur le titre d'administrateur par défaut. L'administrateur dispose d'un contrôle total sur le système. Si un virus venait à s'exécuter, les conséquences pourraient être dramatiques puisque le virus aurait accès à tout. Dans le cas de Linux, l'utilisateur ne dispose pas des privilèges nécessaires pour porter atteinte aux parties importantes du système. Ceci est le rôle du super-utilisateur. À chaque fois que l'utilisateur cherche à faire une manipulation au-delà du dossier qui lui est réservé, son dossier Home, il doit prendre le rôle du super-utilisateur et entrer un mot de passe. Un virus ne pourra s'exécuter qu'au nom de l'utilisateur et donc ne pourra pas impacter autre chose que le dossier de l'utilisateur lui-même. À noter que c'est là que vos données personnelles se trouvent, elles pourraient être impactées. C'est pourquoi il est toujours recommandé, peu importe le système que vous utilisiez, de faire des sauvegardes régulières. Il reste cependant encore un point à couvrir, les failles dans la programmation. Une faille de sécurité pourrait être employée par un virus pour s'exécuter avec les privilèges du superutilisateur, sans pour autant en avoir demandé la permission. Dans ce cas, l'utilisateur ne peut pas faire grand-chose, ni pour le remarquer, et encore moins pour l'en empêcher. À partir d'ici, c'est à la communauté de traquer et de repérer les failles. La communauté Linux est très rapide dans ce domaine, car il y a une grande quantité de personnes qui travaillent dessus, alors que pour Windows, il n'y a qu'un petit nombre de développeurs assignés à cette tâche, et ces derniers n'annoncent l'existence d'une faille que lorsqu'une solution a été trouvée. Cette méthode est nettement plus lente, et laisse donc les utilisateurs vulnérables pendant potentiellement de longues périodes de temps. Bien évidemment, pour profiter des correctifs, il faut faire les mises à jour. On peut donc conclure que Linux est un système particulièrement robuste qui permet de grandement limiter les dégâts, même lorsque les virus s'exécutent. Il est tout de même nécessaire de rappeler que Linux, comme n'importe quel système, ne vous empêchera pas de le contaminer de virus. Enfin, il faut aussi faire attention de ne pas transmettre de virus Windows à d'autres ordinateurs, car ces derniers sont vulnérables à ce virus même si vous ne l'êtes pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce fut le 3e épisode de la série Travailler sous Linux. Vous savez maintenant que les outils de base nécessaires à tout travail sérieux sont présents, quelles sont les distributions de choix, et que Linux offre un environnement sûr pour y travailler. Si vous avez des commentaires, suggestions ou questions, veuillez laisser un commentaire et partager cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Sur ce, à la prochaine.